La séparation fait partie de la vie. Certes douloureuse, elle permet de se recentrer sur soi, de se retrouver. Aujourd'hui en France, 75% des personnes ont d'ores et déjà vécu une séparation. Cependant, elle reste taboue en France et il est parfois difficile de parler de sa situation à d'autres. Pourtant, des professionnels sont là pour accompagner les personnes tout au long de la séparation. Nous sommes partis à la rencontre de ces professionnels, mais aussi de Corinne, mère divorcée de 3 enfants, qui nous a raconté son expérience de la séparation au renouveau. C'est un moment donné où on s'est rendu compte que quoi qu'on essayait de mettre en place pour se retrouver, il y avait une telle fracture et un tel éloignement qu'on avait déjà passé 5 années à essayer de se retrouver, on n'y arrivait pas. Et plus le temps avançait, plus l'éloignement en fait se faisait, et on était tous les deux très malheureux. Donc il m'a demandé en fait si on divorçait, et j'ai dit oui. Et ça a été le point de départ de la partie entre guillemets administrative, financière et logistique. Ça a été une décision commune qui s'est faite le jour de Pâques de l'année 2012, dans mon souvenir, et qui a été actée de suite d'un commun accord. Donc en 3 semaines, on avait un rendez-vous chez un avocat, on s'est présenté avec ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Mois de juin, mois de juillet, la convention a été signée. Donc on a vu l'avocat mi-mai et ça a été en tout cas une écriture de convention éclair, expertise de la maison, donc notaire avec le partage des biens, la somme à donner à l'État, et ensuite attente du jugement. Et entre le moment où on a décidé et le moment où on est passé devant le juge des affaires matrimoniales, il y a eu un revirement de situation où j'ai dû quitter le domicile, où j'ai dû trouver un appartement, et là, j'avoue que c'est la chose qui m'a le plus... qui m'a mis le plus en colère. Corinne en a fait l'amère expérience. Si le divorce par consentement mutuel semble être la solution la plus simple, la réalité est tout autre. Il est très difficile de se mettre d'accord entre les 2 parties sur tous les termes de la convention. Pour les clients, on dit divorce par consentement mutuel. Mais avant, il y avait une homologation par le juge. Aujourd'hui, cette homologation n'existe plus. Mais il est évident que c'est une convention de divorce qui est faite par les époux, mais obligatoirement avec chacun un avocat. Mais pour arriver à réussir ce type de divorce, donc rédiger la convention qui va comprendre tous les aspects du divorce, aussi bien en ce qui concerne les enfants qu'en ce qui concerne les biens, le partage des biens, etc. Il faut vraiment que les époux soient d'accord sur tout. Et en réalité, les gens arrivent souvent avec « bon, moi je veux un divorce à l'amiable par consentement mutuel », et on s'aperçoit qu'en face, finalement, ça ne marche pas et on n'est pas d'accord. Et partant de là, c'est plus possible. Il faut être vraiment d'accord sur tout. Et ça, si personne n'est là pour nous dire « mais attention, ce que vous faites, c'est un arrangement d'un commun accord qui peut du jour au lendemain en fait être explosé parce que c'est tacite ». C'est dans la convention, mais c'est surtout en fait quelque chose que vous avez mis en place entre vous. Demain, ça peut être différent. Si j'avais en fait pris conseil, ou en tout cas été entendu par des spécialistes, je pense que ce qui avait été tacitement mis dans la convention et ce qui avait été écrit dans la convention, j'aurais été plus vigilante et j'aurais demandé plus de sécurité par rapport aux enfants. Ce qui est très important dans ce métier et dans ce domaine de séparation, de divorce, etc., c'est d'être extrêmement à l'écoute de la personne, parce qu'elle pense savoir ce qu'elle veut, mais en réalité, elle ne sait pas à quoi conduit un divorce en réalité. Pendant tout le déroulé, pendant toute la procédure qui peut durer plus de 2 ans. Vous voyez, si par exemple on part, qu'il n'y a pas de séparation et qu'on veut faire, qu'on n'a pas de faute à invoquer, etc., on peut, voilà. Pendant ces 2 années, on va être le conseil. Mais l'avocat n'est pas la seule personne vers qui peut se tourner le particulier en instance de divorce. Il en va de même pour le notaire qui se doit de conseiller ses clients. Effectivement, on se base sur du juridique, mais derrière, il y a un aspect un peu psychologique, négociation, où on leur dit, bah écoutez,
Si là vous renoncez à ça, ça vous évite une procédure longue, est-ce qu'on peut pas se mettre d'accord là-dessus? Voilà, ça se passe comme ça en général. D'ailleurs dans notre profession, on a un devoir de conseil, hein. On peut nous le reprocher si on n'a pas si on n'a pas conseillé certaines options ou certaines choses, on pourrait nous le reprocher. Donc effectivement, on a un réel devoir de conseil en leur expliquant tout ce qui est possible, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire au vu du droit et ce qui peut être conseillé au vu de notre expérience. Voilà, nous on essaye toujours, quand on sent qu'il peut y avoir une entente, d'éviter derrière une procédure judiciaire trop longue. Mais il n'y a pas que l'aspect administratif qui rentre en ligne de compte. En effet, une séparation va forcément impacter le travail. Certains vont perdre en productivité et en efficacité, alors que d'autres vont, comme Corinne, se réfugier dans le travail, quitte à trop en faire. Oui, moi je me suis réfugiée dans le travail de manière explosive puisque j'ai fini par avoir 2 jobs. Donc je travaillais la semaine et financièrement, comme j'avais besoin d'argent, travailler du vendredi au dimanche soir, je faisais plonge et ménage dans les restaurants en Belgique. Donc moi j'ai passé 2 ans de ma vie à me réfugier dans le travail pour m'en sortir, parce que financièrement j'en avais besoin, mais aussi parce que c'était plus facile de travailler que de rester chez soi. Je travaillais, mais je n'étais plus en état de réfléchir, trop fatiguée. Donc les décisions que j'ai prises, je les ai payées. Oui, je pense que c'est une notion en fait qui devrait être prise en charge, peut-être pas prise en charge, mais en tout cas considérée au niveau d'une entreprise. Parce qu'une personne qui est en situation de reconstruction dans tous les domaines a besoin soit de temps, soit d'avoir de l'attention. En tout cas, il y a quelque chose effectivement à faire pour que l'employé puisse se ressaisir et travailler de manière beaucoup plus concentrée. Parce que ce qui est évident, c'est qu'on perd en concentration, on perd en productivité, on embête un peu les collègues avec ces histoires, on a l'impression d'être fou parce qu'on nous dit « mais attends, pourquoi tu te laisses faire, faut pas te laisser faire, etc. » Donc, vu le nombre de divorces, ça serait bien effectivement qu'au niveau de la RSE, il y ait une petite ligne qui dise « en fait, les personnes qui sont en divorce ou en tout cas en rupture de couple, surtout avec des enfants, soient un peu accompagnées, en tout cas, je ne sais pas si c'est accompagné au niveau du travail, c'est le terme, mais qu'il y ait une antenne qui les permette de ne pas culpabiliser aussi, d'amener ces problèmes au travail, ou alors de ne pas en parler. Il y a des gens qui n'en parlent pas et qui se retrouvent complètement en fait isolés. Certaines entreprises comme Nexity accordent une importance toute particulière au bien-être de leurs salariés, en mettant en place différents procédés comme la possibilité de télétravail ou encore de téléconsultation médicale. On part du constat actuellement où la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs est de plus en plus floue en fait. Et nous, Nexity, on souhaite concilier en fait la vie personnelle des collaborateurs et leur temps de travail. Donc, et aussi leur permettre de gérer leur stress, les risques psychosociaux, etc., à travers la mise en place de plusieurs dispositifs en faveur de la qualité de vie au travail. On considère que la qualité de vie au travail, c'est d'abord, et le bien-être au travail des collaborateurs, c'est d'abord un facteur d'épanouissement professionnel des collaborateurs, et c'est aussi un enjeu de performance collaborative pour l'entreprise. Donc l'idée, en fait, c'est de faciliter le quotidien des collaborateurs de Nexity pour leur permettre d'exprimer tout leur potentiel. Outre le soutien au travail, d'autres solutions existent pour se sentir mieux dans la vie de tous les jours. Corinne a choisi l'une d'entre elles. À un moment donné où j'ai fait appel oui, à des professionnels de la psychologique pour essayer d'y voir clair parce que je ne comprenais plus trop ce qu'il fallait que je fasse. Donc moi, le travail que je vais faire, c'est vraiment d'aller rechercher, d'aider la personne à comprendre sa personnalité, ses modes de fonctionnement, son choix de partenaire qui est très lié à l'enfance, aux parents, au rapport aux parents du sexe opposé, à l'image qu'on a du parent du même sexe aussi, puisqu'on se construit aussi par là, hein, en s'identifiant.
tant que ce travail-là n'est pas fait, on a tous les risques de retomber dans les mêmes schémas et de se séparer à nouveau, et voilà, ou en tout cas que ça se passe mal. Enfin. Et très souvent, on se retrouve à devoir lutter, ça c'est même l'essentiel de notre travail, de lutter contre les résistances et les défenses qui se mettent en œuvre à ce moment-là, parce que les gens en fait veulent pas changer. Un travail qui peut s'apparenter à celui d'un coach. Néanmoins, quelques différences notables sont à souligner. C'est un professionnel qui est formé au coaching, qui est qualifié et qui souvent a plusieurs méthodes, plusieurs approches différentes. Il a surtout un rôle de facilitateur. Il aide en fait la personne à trouver elle-même ses solutions, activer ses ressources pour rebondir dans des situations difficiles, pour avancer. Alors moi j'ai des outils et des méthodes qui sont liés plus à la gestion des émotions. Alors après moi je suis formée à la systémie, je suis systémicienne, donc quelqu'un qui va venir me voir, on va prendre en compte tout son environnement. Quelqu'un qui se sépare, il y a son ex-conjoint ou son ex-conjointe, mais il y a peut-être des enfants, il y a la famille, il y a les amis. De prendre en compte la personne, dans quel environnement elle est, les relations qu'elle peut avoir. Enfin, tout le système psychique est fait pour garder une bonne image de soi-même. Donc ça veut dire être obligé de se mettre en face de l'image pas très reluisante, enfin de la réalité plutôt, c'est plus une image là, de la réalité pas très reluisante de mon propre fonctionnement, de mon psychisme, de ce que je fais, de ce que je mets en œuvre, etc. Ben, c'est là que les résistances et les défenses vont s'activer. C'est là que la personne va dire ouais mais c'est bon, ça va, je vais me débrouiller, ou je ne veux pas aller dans ce truc-là, je ne vais pas reproduire ces histoires-là, etc. Or c'est indispensable d'en passer par là si on veut que ça se résolve. C'est pourtant dans cette période de trouble que l'individu va pouvoir se recentrer sur lui-même, se retrouver. C'est un chamboulement quand même intérieur, et donc ça c'est aussi à prendre le temps d'écouter. On est dans une société où tendance à parler de travail de deuil rapide, en 3 mois, il faut quasiment avoir rebondi, d'être vraiment porté sur le futur, pas s'appesantir sur le passé. À certains moments dans un processus de séparation et de perte, c'est important d'écouter aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi, ses émotions, les accepter. Parfois simplement d'être rassuré, entendre que c'est normal d'avoir des émotions fortes et que ça fait partie complètement du processus du vécu en cas de séparation. Ah, donc c'est normal en fait ce que je vis. Je suis mieux en tant qu'individu, parce que vivre avec quelqu'un qu'on n'aime plus, d'amour en tout cas, c'est pas facile. Mais l'après-divorce reste quelque chose à gérer. C'est une autre vie. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est ce qu'on a choisi, c'est ce qu'on voulait.